Kwekwe no tamitshik kan mladenait tek het Nilan Jessica Nanipun narahan besamit nozbol conseil mamuitun het dessan depuis presque un an hash pegapuan nel projet shket inut chestenan nin mak jehen redana het chilo dis Sewawi de mer stasinu le territoire ويلو ددمك توندي تبشيش interprétation c'est-à-dire les longs de non à ton tour hein? Merci beaucoup, Jessica. Oui, bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Jill O'Neill-Mathias. Je suis Pegwagaminou, donc Innu de la communauté de Mashtiwiyats. Je vais agir là, en tant que co-animateur aujourd'hui avec ma collègue Jessica Nanipou pour ce deuxième rendez-vous thématique. Je ne sais pas si vous étiez là hier. Hier, on a fait ça en grand. On était en studio. Aujourd'hui, on est en direct de nos chambres d'hôtel à Québec. C'est de l'amour quand même, un peu. Donc, aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, c'est celle du Ntassinan. On va parler du territoire ensemble. Je pense que je ne me tromperai pas là en disant que je pense que le territoire a une place particulière chez les Premières Nations, chez les Inuits, de toutes les communautés. Le territoire, c'est un enjeu super important. Donc, c'était primordial pour nous d'aborder cette thématique-là dans le cadre de notre forum sur l'autodétermination parce qu'on est d'avis que le territoire prend une place importante dans ces parcours d'autodétermination, parcours avec un S, hein, on le rappelle, il y a plusieurs façons d'arriver à l'autodétermination. Donc, aujourd'hui, on va en aborder quelques aspects à travers le territoire. Je vous rappelle, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont connectés depuis que je l'ai mentionné, mais le service de traduction vers l'Innu est disponible. Donc, c'est M. Clément Roch qui assure la traduction en Innu. Merci beaucoup, Clément Nishkamten. Donc, tout simplement, en bas de votre écran ou en haut, là, dépendamment de l'appareil que vous utilisez, c'est possible de choisir la langue. Donc, si vous voulez avoir le service de traduction, c'est disponible pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que j'oublie autre chose au niveau technique? Non, je pense que ça ressemble à ça. On n'est pas sur Facebook, donc je n'invite pas les gens à venir. Les questions à la fin, donc dans le chat, n'hésitez pas. C'est super le fun. On aime ça interagir avec les gens. Si vous avez des questions, je suis certain que nos panélistes vont être heureux de répondre à vos interrogations, puis peut-être vous éclairer encore davantage sur ce qu'ils vont vous avoir présenté. Juste peut-être préciser qu'on va laisser peut-être un petit 15 minutes à la fin pour faire peut-être un bilan, puis de dire avec quoi repartent nos panélistes avec tout ce qu'on a dit aussi. Oui, exact. Donc, écoutez, sans plus tarder, on s'enligne tranquillement vers l'accueil de nos panélistes. Là, je les vois, là, ils sont impatients, là, ils ont hâte de vous parler puis de vous présenter ce qu'ils ont à vous partager aujourd'hui. Mais juste avant, j'ai envie de vous faire peut-être une petite introduction sur cette thématique-là, qui est le territoire. Le territoire, c'est là un peu que nos identités se sont développées. C'est là que la langue est née. Vous savez, souvent quand on parle de la langue Innu, on parle de la langue du territoire. Elle s'inspire du territoire, elle vient du territoire, elle vit à travers le territoire. Donc, c'est là que notre langue a vécu, que nos familles ont tissé des relations, des liens forts. Puis j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, d'une façon contemporaine quand même, le territoire est toujours un lieu où est-ce qu'il y a ces relations qui se créent. Mais plus juste nécessairement entre les familles Innu, les familles autochtones entre elles, entre les différentes nations. Mais aujourd'hui, on voit peut-être l'émergence de relations avec les alliés autochtones, mais aussi les paliers de gouvernement, que ce soit au niveau municipal, provincial et fédéral. Ça fait partie de notre quotidien. Il faut dealer avec ça dans un sens. Donc, encore aujourd'hui, le territoire est, on va dire, peut-être témoin de ces relations-là. Peut-être pas toujours harmonieuses, mais que ces relations-là, elles existent et qu'on travaille ensemble. Et en tout cas, je pense que c'est important de travailler ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on pourra en discuter davantage, là, mais je pense qu'il y a des belles avenues là-dessus là, qui s'en vont pour une belle collaboration par rapport au territoire. Puis, je pense que la place des Premières Nations sur la protection de celui-ci est importante. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse ça
ensemble, en collaboration. Et je vois déjà quelqu'un qui... ça, on va y revenir à la fin, Adélard, j'en suis sûr et certain, ou peut-être qu'on va avoir l'occasion de parler de cet aspect-là dans le cadre des présentations. Les panélistes, j'ai envie de vous donner l'information si vous ne l'avez pas déjà vu. Adélard nous demande, est-ce que nous avons toujours un territoire? Donc peut-être garder ça en tête dans le cadre de vos présentations, ou en tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en débattre à la fin. Donc, pour en discuter aujourd'hui, je vous en parle depuis tantôt, là, je fais référence à nos panélistes, on a 3 invités de marque fantastiques. On a James Moore, Sarah Zamit, ainsi que Sébastien Brodeur-Gérard. Je ne sais pas si vous pouvez faire des coucous là, pour que les gens vous identifient. Ils sont là dans le confort de leur maison, comme tout le monde, ou du bureau. Là, James, tu as de l'air d'être au bureau. Donc, écoute, la façon que ça va fonctionner aujourd'hui, on va faire une première présentation avec chacun des panélistes. On se prévoit à peu près un 10 à 12 minutes avec chacun d'eux pour qu'ils nous présentent leur expertise ou ce sur quoi ils travaillent. Et ensuite, on pourra revenir là, avec des discussions, une discussion peut-être plus ensemble. Les 3 panélistes, on va vous interpeller sur des questions un peu plus globales en fonction de vos champs d'expertise. Vous pourrez y répondre. Donc, écoute, James, on va débuter avec toi. On avait fignolé une petite biographie, puis écoute, moi, j'ai fait ça sur le flag à partir de la discussion qu'on a eue ensemble, mais n'hésite pas à me corriger s'il y a des affaires que j'ai peut-être mal interprétées. Donc, James, pendant une dizaine d'années, était guide de chasse, il est entrepreneur forestier, il a été responsable des opérations de la réserve faunique à Chapmouchouane, au lac Saint-Jean. Il a participé à l'organisation de la mise en place d'un système de protection de la faune. Depuis 2016, il est coordonnateur à l'aménagement du territoire à Machtouyatz, donc à Pegwagami. Hey, mon Dieu, j'ai oublié le nom du conseil. Hey, je me sens vraiment mal, là. Veux-tu... Jay. Hey, merci. Et puis, écoute, James, tu n'es pas que ça. Hein? Si c'était que ça, tu me disais, là, tu es père de 5 enfants. Tu me disais récemment, Mouchoum, ça, je te vois, là, on dirait qu'on a le même âge. Là. Je ne sais pas si c'est toi qui as de l'air jeune ou si c'est moi qui ai de l'air vieux, mais ça, j'en reviens toujours pas. Félicitations pour ça. Donc, James, tu es là pour nous parler du code de pratique qui est en place à Machtouyatz. Donc, j'ai envie que tu nous présentes d'abord, c'est quoi ça? Il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, avant d'aller là, peut-être quick as nous, ça me fait plaisir d'être là et de partager là, avec vous autres bien humblement l'expérience que j'ai eue, professionnel de Machtouyatz, de coordonner l'équipe qui met en œuvre les codes de pratique qu'on a ici à Machtouyatz. Mais avant d'aller là, tu sais, peut-être on parlait du lien avec le territoire, puis la vision que les Inuits ont de tout ça, puis qu'est-ce qui s'est passé finalement à Machtouyatz par rapport à ça. Parce que, comme Inuit, moi, j'ai grandi un territoire le long de la rivière Chikobish qui jette dans la rivière Chimouchouane, puis qui finalement aboutit dans le Pegwagami. Puis moi, j'appartiens au territoire de la rivière Chikobish. Puis ce territoire-là ne m'appartient pas. C'est comme ça que moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. La relation qu'on a avec le territoire, c'est qu'on n'est pas par-dessus elle, on ne la possède pas, mais on fait partie du territoire. Puis, les notions fondamentales par rapport à ça, le respect, c'est surtout le respect par rapport aux activités qu'on fait là, la façon qu'on l'occupe, le territoire, ben, ça nous est inculqué quand on est tout petit, quand on est de 0 à 6 ans. Puis ça fait partie de la base de ce que je suis comme Inuit. Puis la vraie vie, ben, c'est que là, finalement, on grandit, puis on se rend compte qu'il y a des organisations, des institutions, puis que sur le territoire auquel on appartient en 2020, j'ai grandi dans les années 80, moi, tout petit. Ben déjà là, en 1980, on était loin d'être tout seul. Puis il y avait un paquet d'activités qui se passaient sur le territoire. Puis finalement, j'ai tellement eu un lien d'appartenance fort avec le territoire que ma vie professionnelle en a dépeint. J'ai passé ma vie en forêt. Puis à chaque fois que je peux me le permettre, presque toutes les fins de semaine, au détriment de mes enfants souvent,
qui voudraient bien rester un petit peu plus au village, ben on va en territoire, le territoire auquel on appartient, ma famille et moi. Puis là-dessus, ben, j'ai eu la chance, je veux comme une opportunité de travailler dans un domaine qui soulève les passions, Mashtouiats, le domaine du territoire. Puis, dans lequel, justement, la communauté s'est dotée de codes de pratique. Puis là-dessus, ben, je vais aller directement à la source. La communauté de Mashtouiats s'est dotée de codes de pratique dans la même lignée qui s'est dotée d'une équipe, d'agents territoriaux dans le milieu des années 80, fin des années 80. Et puis, les premières versions des codes de pratique qu'on connaît actuellement, je vais y arriver un petit peu plus tard, sont venus, se sont avérés nécessaires parce qu'on vivait des problématiques sur le terrain. Fait que, on avait des problématiques en termes d'affirmation des droits. Donc, on vivait de l'intimidation sur le territoire. Les Pégounous avaient de la misère à l'occuper et à pratiquer des activités en paix. Souvent, pour ceux qui sont plus vieux, les aînés de l'époque, on a connu des époques où il fallait se cacher pour chasser, pêcher, puis occuper le territoire. Il y a des gens qui subissaient de l'intimidation, de la violence par rapport aux autres utilisateurs, qu'ils soient autochtones ou encore même les instances gouvernementales, comme les agents de protection de la faune. Et puis, dans les années 80, on a décidé, pour pallier à ça, de se doter d'une équipe pour pouvoir protéger nos membres dans le cadre de leurs pratiques. Et puis, sont nées de ça les premières versions des codes pour des situations pour lesquelles on avait des problématiques. Donc, les premiers codes de pratique concernaient la pêche au filet traditionnelle sur le Pequawagamin-Innu, dans laquelle il y avait des conflits avec les pêcheurs sportifs. Et puis, il a fallu, dans le fond, dans le but de sécuriser la pratique de nos membres, la stratégie qui avait été retenue à l'époque, c'était de créer des codes qui avaient pour but d'expliquer aux autres utilisateurs comment les Inuits pratiquaient. Puis, quelles étaient les règles de fonctionnement. Je ne vous apprendrai rien. On arrive d'une tradition orale qui est vieille de 10 000 ans, mais jamais on avait écrit ces règles-là. Fait qu'il fallait trouver un moyen d'expliquer aux gens qui nous entourent comment on pratiquait. C'est l'avenue qui a été faite à l'époque. Si ma mémoire est bonne, avec les communications que j'ai eues avec les gens qui étaient là à l'époque, les premiers codes concernaient la chasse au gros gibier, puis la pêche au filet sur le Pequawagamin-Innu. Puis au fil des années, c'est rajouté successivement une série d'activités, entre autres l'occupation, la construction de camps. On peut aussi ajouter à ça toutes les autres activités de prélèvement faunique qui font partie des Inuits. Par rapport à ça, maintenant, dans les versions qu'on a de nos codes, ça concerne principalement les activités qui ont trait à l'occupation du territoire et à l'utilisation du territoire. Et puis, dans les objectifs de la mise en place de ces encadrements-là, bien sûr, l'organisation, lui, il y avait dans sa démarche d'autonomie gouvernementale l'objectif d'assurer le respect et la protection des droits. Fait que ça c'est au-dessus de tout. Mais ultimement aussi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça nous a servi à harmoniser et à sécuriser la pratique de nos membres sur le territoire. Parce que le contexte de Mashtouiats fait en sorte qu'on n'est pas beaucoup, ni nous, contrairement à la population québécoise. Actuellement, on est un petit peu plus que de 7 000 membres. Puis on compte approximativement 300 000 habitants autour du Lac-Saint-Jean, puis il y a beaucoup plus, il y a des gens en plus qui viennent d'autres régions administratives du Québec qui occupent le territoire de Titusville-Mashtouiats. Donc, la pression est forte lorsqu'on occupe le territoire, puis lorsqu'on pratique nos activités de la part des autres utilisateurs. Fait que, puis, ultimement aussi, Mashtouiats a un contexte particulier, puis il n'est pas négligé, parce qu'à l'époque, il était là dans les années 80, c'est que on connaît tous les injustices qu'il y a eu par rapport aux femmes versus le statut autochtone. Et puis, que ce soit la loi C-31 ou plus récemment le jugement des Chéneaux, il y a un bon nombre de ces femmes qui récupèrent leur numéro. Puis souvent, ces gens-là
qui viennent rejoindre le membership de Mach2Yachts, ben là, on n'avait pas d'outils pour leur expliquer comment faire, quelles étaient nos règles. Fait que ça a servi à ça aussi, la création des codes dans les années 80. Maintenant, c'est beau d'écrire les règles, mais il faut les mettre en œuvre. Puis, tu sais, les règles, il faut faire attention aussi, c'est pas... Tu sais, il y a un fondement en arrière de tout ça, c'est que ces codes-là ont été écrits dans le but de protéger nos membres dans la pratique de leurs droits. Donc, c'est une espèce de deal dans lequel l'organisation dit, on va mettre nos ressources pour vous protéger si vous respectez ces règles-là pour lesquelles on sent qu'ils représentent la façon dont les Inuits pratiquaient Inuitun, puis dans laquelle on peut s'assurer que les gens pratiquent le droit qui est commun à la nation, mais d'une façon individuelle, en s'assurant que ça respecte nos valeurs puis nos façons de faire ancestrales. Fait que ça, c'est fondamental. C'est dans cet esprit-là que les codes sont mis en œuvre à Mach2Yachts. Fait que ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la sensibilisation, autant des Allochtones que des membres de la communauté. Fait que ça, c'est un travail, je dirais, incessant. Là-dessus, comment on a développé ça? Ben, au fil des ans, on a utilisé des opportunités, on a consulté nos membres, puis à chaque fois qu'on fait des opérations de consultation, je vous dis, ça soulève les passions. Fait que, puis ça, ben, on peut le voir de deux façons, soit que ça peut faire peur ou encore ça démontre l'importance que ça a pour les Pequot-Gominious, en tout cas au travers de ce qu'on a vécu. Puis ça nous démontre aussi qu'on a plusieurs points de vue par rapport à ça. Puis que le résultat qu'on a aujourd'hui, ben, il n'est pas parfait, tu sais. Puis probablement qu'on va en jaser encore longtemps de ça. C'est parce que, dans le fond, c'est une démarche qui est relativement récente. Si on compare à tout l'historique qu'on a au niveau de la transmission orale, de comment est-ce qu'on gérait nos activités, comment est-ce qu'on appliquait notre gouvernance en matière d'Inuitun sur le territoire. Fait que, puis, pour ce qui est de la mise en œuvre, ben, ça prend une équipe. Ça prend une équipe, justement, qui fait cette sensibilisation, qui comptabilise aussi tout ce qu'on fait sur le territoire, parce qu'on s'en sert aussi comme pour documenter l'affirmation de nos droits. C'est quelque chose c'est un combat de tous les jours pour nous autres encore aujourd'hui, parce que nos droits ne sont pas reconnus officiellement. Donc, on est encore en affirmation. Puis, nos droits, bon, je voyais les commentaires en début d'entrée, sont souvent bafoués. Tu sais, est-ce qu'on a encore un territoire? La question est très pertinente. Mais notre droit est challengé chaque jour. Tu sais, que ce soit par les projets de développement ou encore par l'ignorance qu'on est là, ou la non-considération des Inuits sur le territoire. Fait en documentant notre occupation, notre utilisation du territoire, ben, on vient officiellement prouver qu'on existe encore et qu'on est là. Donc, l'équipe qui a à suivre ça, dans le fond, elle a été mise en place dans les années 80, puis elle a grossi tranquillement, pas vite. Puis on fait des liens, puis on tricote, pour assurer le maintien de cette équipe-là, mais c'est pas facile. Puis c'est un bel exemple d'autodétermination de la communauté qui a décidé, dans les années 80, de se serrer un peu la ceinture au niveau des financements qu'elle avait des affaires indiennes, du MSAC, pour pouvoir justement libérer du budget pour supporter cette équipe-là. Puis, bon, avec les jugements récents, début des années 2000, l'obligation de consultation, ben, on réussit à mettre en contribution une équipe de professionnels, justement, dans la mise à jour de ces encadrements-là, dans le développement d'outils pour pouvoir suivre efficacement les activités qui sont prévues au code de pratique, puis soutenir la population ultimement dans tout ça. Fait que, tu sais, mais il n'existe pas de financement récurrent, donc il y a des financements ponctuels. On essaie d'être stratégiquement opportuniste dans tout ça. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on regarde en arrière. Puis aujourd'hui, ben, c'est l'expérience que moi, j'en retiens de ça,
puis que je peux vous partager, c'est que ça reste un défi. Ça reste un défi de mettre par écrit des choses qu'on se communique oralement de génération en génération pour être capable de lire ce que nos grands-parents nous ont enseigné. Puis de l'appliquer dans la vie de tous les jours, ben, c'est un défi aussi parce que il faut continuellement éduquer nos voisins sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on fait, sur nos droits, sur le territoire auquel on appartient. Et puis, c'est à l'interne, ben, justement, ça soulève les passions, puis il faut impliquer la population. Puis ça, ben, je pense que Machtouyats a pris une initiative qui les a amenés dans des sentiers qui n'étaient pas battus. Puis, pour peut-être faire un lien avec mon expérience de guide, quand tu n'as pas de GPS, là, puis ça veut dire que tu te fies juste à tes connaissances pour marcher dans le bois. Il faut que tu te perdes une fois pour ne plus te perdre après. Après ça, ce qu'on dit, c'est qu'on se rallonge. Mais c'est les Machtouyats a sorti des sentiers battus. Puis quand on regarde pour essayer de s'inspirer de comment est-ce qu'on pourrait faire ça, ben, on trouve peu de références. Fait qu'on se retrouve un peu à créer un sentier, puis c'est pas toujours facile. Fait que puis tu sais, l'enjeu dans tout ça, tu sais, c'est de s'assurer toujours que ça vienne protéger nos droits. Puis que les gens, dans le fond, y adhèrent. Puis c'est là, dans le fond, le gros défi. Hey James, j'ai envie de te poser la question. Là, tu fais référence à la population, puis j'ai envie de te demander, elle est comment cette relation-là, justement, entre les membres, entre les gens qui occupent le territoire et peut-être ceux qui doivent un peu le mettre en application, l'équipe là, avec laquelle tu travailles, l'administration, en fait, elle est comment cette relation-là? Est-ce que le code est reconnu par tous les membres, ou parfois il y a des accros? Ah, c'est une excellente question. Oui, il y a des accros. Quand je disais que ce dossier-là ou ce domaine-là soulève les passions, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Les gens n'ont pas tous la même façon de penser. Puis c'est clair que ce que ça a apporté relativement à ce que moi j'ai pu percevoir des histoires des gens plus vieux qui ont vécu, on va dire peut-être les années 30, 40, 50, 60, de par les histoires de nos grands-parents, de nos oncles qui sont assez âgés, versus aujourd'hui, on ne vit plus la même chose. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord avec le contenu des codes, qui trouvent que ça brime les droits, qui remettent en question aussi le fait que c'est opéré par Peguerini-Stockwicken, le conseil de banque. Fait que, je pense que c'est des remises en question qui sont saines. Faut pas. Une chose qui est sûre, c'est que je ne perçois pas ce que j'ai à coordonner pour la mise en œuvre comme étant parfait. Puis, les gens qui nous apportent ces points de vue-là, il faut être ouvert à eux autres. Fait que, puis, il y a une portion de la population qui n'adhèrent pas. C'est quoi le pourcentage? Je ne peux pas te donner un chiffre, là. Mais c'est clair qu'il y en a qui rentrent dans ce que j'appelle, souvent, ou dans ce que j'ai comme perception, l'affirmation personnelle aussi, ou individuelle de leurs droits. Ils disent non, moi, je n'embarque pas là-dedans, regarde, je pars par là, puis je fais mes affaires, puis je n'ai pas besoin de personne. Puis, c'est correct. Je veux dire, je ne pense pas qu'on est dans un système totalitaire où tout le monde doit être d'accord. Bien au contraire. Puis, cette réalité-là, les gens des autres communautés, s'ils s'embarquent dans ces démarches-là, il faut qu'ils soient sensibles à ça. C'est sûr. Puis, je te dirais, la relation de confiance qu'on a avec
les Pegomil-Nuts, c'est très sensible. C'est très sensible. Écoutez, là, pour donner des chiffres, on émet des certificats pour la construction de camps ou pour la partie d'activité. On émet à peu près, je ne sais pas, 1200 pour toutes nos activités de prélèvement faunique annuellement. La plupart des gens adhèrent aux règles, nous appellent pour intervenir lorsqu'il y a des problèmes, soit d'harmonisation ou encore des problèmes à l'interne, des gens qui ne respectent pas les règles, comme nous. Fait que, puis il y a des gens qui adhèrent pas, ça c'est un fait, puis on ne peut pas s'en cacher. Puis je pense que le secret dans ça, c'est l'implication des gens, la consultation du public. Puis écoute, on n'a pas, je ne pense pas qu'on détient la recette parfaite, mais lors de la dernière mise à jour de nos encadrements, qui date de 2017, il y a plus de 200 personnes qui se sont présentées aux différentes activités. Puis ça brasse de l'air. Hein. Je veux dire, on a eu des bonnes discussions de fond, puis au bout de la ligne, c'est pas tout le monde qui était nécessairement d'accord avec le résultat en ligne qu'on avait. Donc, c'est un travail quotidien de maintenir et de continuer à bâtir cette relation de confiance-là. Eh bien, merci James de nous avoir donné cet exemple-là qui est très local, là, qui est en œuvre qu'à Mashtuat. Le code ne s'applique que pour les Pegwagami-Nuts. On va revenir tantôt avec des questions un peu plus globales, mais merci James pour ta présentation. Là, on va un peu élargir le spectre, justement. Tu sais, James nous présentait un exemple très local. On va élargir un peu plus le scope, on va dire, là, peut-être à l'échelle de plusieurs communautés ou de la nation, entre autres. Et on va accueillir notre deuxième panéliste et je vous laisse Jessica qui va vous la présenter. Oui, dans le fond, nous allons écouter maintenant Sarah Zami. Je ne sais pas si j'ai dit bien son nom de famille, c'est bon. Dans le fond, elle détient un baccalauréat en géographie et une maîtrise en environnement de l'Université de Montpellier en France. À partir de 2013, elle a travaillé pendant 7 ans à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, avec et pour les Premières Nations sur l'analyse des projets de loi, des politiques, des règlements gouvernementaux en matière d'environnement et de développement durable. Un objectif transversal de son rôle de coordonnatrice en consultation consistait à favoriser de meilleures pratiques en matière de consultation, de mobilisation et de collaboration entre les Premières Nations et les intervenants des gouvernements et la société civile. Depuis 2020, elle travaille en tant qu'analyste principale en consultation autochtone à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, institution fédérale qui relève du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et qui dirige les examens fédéraux des grands projets d'exploitation des ressources. À ce titre, elle poursuit sa collaboration avec les Premières Nations au Québec, dont certaines Premières Nations Inuits, puisqu'elle est chargée d'assurer la coordination de la consultation et de la mobilisation des peuples autochtones lors des évaluations d'impact de projets désignés. Donc, on va écouter Sarah parler un peu plus sur la nouvelle loi sur l'évaluation environnementale. Oui, Jessica, merci pour cette introduction et puis merci encore pour votre invitation. Je vous ai envoyé peut-être une bibliographie un peu trop précise, détaillée. Là, je m'excuse si c'est pas très clair. Oui, on m'a demandé de venir aujourd'hui pour vous parler de la loi sur l'évaluation d'impact du Canada. Cette loi, en fait, ça régit un petit peu mon nouveau travail au sein de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Je vais d'abord commencer par une petite présentation de cette nouvelle loi. C'est une nouvelle loi parce qu'elle a été adoptée, elle est entrée en vigueur seulement au mois d'août 2019. Elle est venue remplacer la loi précédente qui traitait un petit peu du même thème, qui s'appelait la loi canadienne d'évaluation environnementale et puis qui datait de 2012. Donc en 2019, il y a eu de gros travaux entamés par le gouvernement fédéral pour venir modifier la loi de 2012. Et comme je vous disais, donc en 2019, on a adopté cette nouvelle loi d'évaluation d'impact. Cette loi-là, elle chapeaute, en fait, elle décrit comment doit se dérouler le processus d'évaluation d'impact des grands projets
notamment des projets d'exploitation de ressources naturelles qui sont évalués par le gouvernement fédéral. Donc, la loi va venir décrire les rôles et responsabilités, les différentes étapes quand on doit évaluer un projet, quand le gouvernement fédéral évalue un projet. Le type de projet qu'on évalue, ça va être des grands projets, notamment d'exploitation des ressources naturelles. On parle par exemple de barrages hydroélectriques, de projets de routes, de mines, de ports, etc. Donc, il y a une liste de projets qui existent et selon s'ils répondent à certains critères, ils vont devoir être évalués par le gouvernement fédéral plutôt que, par exemple, par le gouvernement provincial. Donc, à partir du moment où ils sont évalués par le fédéral, ils sont chapeautés, ils doivent répondre, là, le processus, les différentes étapes d'évaluation doivent suivre ce qui est inscrit dans la loi d'évaluation d'impact. Un des gros changements par rapport à 2012, c'est le nom. Si vous avez retenu là, ce que je viens de vous dire, on est passé d'une loi sur l'évaluation environnementale à une loi sur l'évaluation d'impact. Pourquoi? Parce qu'un des principaux changements dans cette loi, c'est qu'on ne se focalise plus seulement sur évaluer les effets environnementaux des projets, mais on voit un petit peu plus large. On évalue aussi les impacts sociaux, économiques, sur la santé, par exemple, des populations. Et cette loi, comme je vous disais, elle décrit les différentes étapes pour évaluer un projet, mais aussi pour identifier des mesures pour atténuer, minimiser ou éviter certains impacts. Et elle prévoit également des étapes de consultation avec les communautés autochtones qui pourraient être impactées par le projet. Donc, c'est là où moi j'interviens, par exemple, pour les projets sur lesquels je travaille. Je suis chargée, en fait, aux différentes étapes du processus d'évaluation, de consulter les communautés autochtones qui peuvent être impactées à ces différentes étapes-là et d'évaluer quels vont être les impacts potentiels si le projet allait de l'avant sur leurs droits notamment, sur leurs usages, leur occupation du territoire. Donc la nouvelle loi, elle est venue proposer vraiment de nouvelles choses en matière de consultation autochtone, de nouvelles étapes et puis une nouvelle méthodologie aussi qui va beaucoup plus loin pour évaluer les impacts potentiels de projets sur les droits autochtones. Donc, c'est là que c'est une loi qui peut être intéressante pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été invitée à en discuter avec vous. C'est pas parfait, mais il y a quand même de bonnes avenues là, pour donner une plus grande place aux communautés autochtones dans cette loi-là, avec ces nouveaux processus qui sont prévus. Et puis, rapidement, au niveau de l'Agence canadienne d'évaluation d'impact, comme tu l'as dit, Jessica, là, dans ma biographie, l'agence, ce n'est pas un ministère en tant que tel, c'est une institution fédérale donc, qui dépend du ministre de l'Environnement. Et avec la nouvelle loi, c'est devenu un petit peu une espèce de guichet unique dans l'évaluation d'impact des projets. Il y a d'autres institutions, d'autres ministères qui peuvent être concernés, mais c'est vraiment l'agence qui chapeaute l'ensemble de l'évaluation et de la consultation autochtone dans le cadre des projets. Donc, c'est ça pour un portrait un peu global de cette nouvelle loi. Super. Bien, merci, Sarah. On aura l'occasion de revenir là. On a des questions qu'on souhaite adresser à tous. Donc, on aura l'occasion de revenir sur la loi en question. On passe maintenant à notre troisième panéliste, M. Sébastien Brodeur-Girard. Mais peut-être, M. Brodeur-Girard, juste avant d'aller avec vous, on est en Facebook Live maintenant. Je pense qu'on est arrivé un peu en retard en Facebook Live. Donc, simplement, bonjour aux gens qui nous écoutent sur Facebook. Si jamais il y a des gens parmi vous qui voudraient avoir recours au service de traduction en Innu, je pense aux gens sur Facebook, là, parce que sur Facebook, ce n'est pas disponible, ils ne nous entendent qu'en français. Des gens qui voudraient nous entendre en Innu, on va vous mettre le lien dans les commentaires du live Facebook pour que vous puissiez vous connecter au Zoom. Et sur le Zoom, vous pourrez choisir l'interprétation en Innu. Et là, je prends une respiration parce qu'on m'a dit que des fois, on parle vite et Clément, je ne sais pas si peut-être les locuteurs, là, vous comprendrez, là, mais des fois, les mots en Innu, ils sont longs comme ça pour dire un mot long comme ça en français.
Donc, avoir cette considération-là quand on s'explique. Je sais que James, tu as un bon débit, là, il a peut-être rushé un peu quand, quand c'était le temps de ta présentation. On m'a dit ça là, en commentaire, donc avoir ça en tête pour Clément, pour qu'il puisse faire une bonne traduction pour les gens qui nous écoutent en Inou. Donc, on passe, oui. Donc, Sébastien Brodeur-Girard. Sébastien est membre du Barreau du Québec et professeur à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc l'UQAT, où il enseigne notamment le droit des peuples autochtones et les systèmes juridiques autochtones. Il possède un doctorat en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et il a œuvré plusieurs années dans ce domaine. Il a récemment participé en tant que co-directeur à la recherche aux travaux de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Donc, Koué, M. Brodeur-Girard, ça va bien? Alors, Koué Kessinou ou Koué Kaikina, comme on dit chez nous en Anishinaabe-Aki. Alors, je suis bien heureux de vous parler aujourd'hui. On m'a demandé de parler d'un sujet qui est devenu soudainement un sujet d'actualité au Québec, en plus dans les dernières semaines, qui est celui des droits de la nature, mais plus spécifiquement, je dirais, de la personnalité juridique qu'on peut attribuer à des éléments considérés de la nature. Et donc, je fais référence, évidemment, quand je parlais d'actualité, à l'annonce qui a été faite dernièrement à propos de la Mutihekar-Chipou ou de la rivière Magpie, où est-ce qu'on a affirmé sa personnalité juridique. Et je vais peut-être revenir en conclusion là-dessus pour voir où ça se place, mais essayer de faire une espèce de petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est que cette idée-là, d'où ça vient, donner des exemples dans le monde, en particulier en Nouvelle-Zélande, où l'idée est assez avancée, et surtout de faire le lien avec les droits des peuples autochtones à travers tout ça. Donc, pour commencer, peut-être juste expliquer un peu de quoi on parle quand il est question de personnalité juridique qu'on attribuer justement à des éléments à la nature ou à des éléments de la nature. Mais la personnalité juridique, c'est, si on prend une définition plus légale, c'est la capacité pour une personne d'avoir des droits et d'être assujetti à des obligations. Donc, parmi les droits les plus courants, c'est celui de pouvoir, ce qu'on dit, ester en justice, mais c'est-à-dire de faire valoir ses droits devant les tribunaux ou de se défendre si on est attaqué en son nom, de conclure des contrats, de posséder des biens, d'avoir un patrimoine. Donc, c'est des droits qui sont maintenant reconnus comme fondamentaux dans à peu près tous les systèmes de droit dans le monde pour les êtres humains. Il faut rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. À travers le temps, il y a des moments où il y a certains êtres humains qui étaient considérés comme n'ayant pas la personnalité juridique. Je pense aux esclaves il y a longtemps ou qui n'avaient pas tous les mêmes droits que les autres êtres humains. Mais maintenant, les lois reconnaissent donc à tous les êtres humains cette personnalité juridique-là, donc de pouvoir aller devant les tribunaux. Mais ça ne se limite pas seulement aux êtres humains. Il faut penser aujourd'hui à tout ce qu'on appelle des personnes morales, donc des entités comme l'État, les municipalités ou bien sûr les compagnies qui peuvent se défendre en leur nom devant les tribunaux, donc à qui, par la force de la loi, on a attribué une personnalité juridique. Alors, l'idée, c'est si on peut attribuer une personnalité juridique à une entité qui n'existe pas en réalité comme une compagnie, par exemple, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour des objets plus tangibles comme une rivière, une montagne ou le territoire dans son ensemble? Ça rejoint bien sûr une vision qui existe depuis longtemps chez bien des peuples autochtones, où James a mentionné cette relation-là avec le territoire qui n'en est pas une de propriété, qui se fait dans les deux sens. On appartient au territoire puisqu'il nous appartient. Donc, ça fait longtemps que cette idée-là existe,
qui a comme une identité distincte un peu, ou en tout cas des liens à tisser entre les êtres humains et tout l'environnement qui les entoure, qui dépasse juste la simple idée de propriété. Donc ça c'est fondamental dans je dirais même la majorité des traditions juridiques autochtones. Dans le monde juridique occidental, si on veut, cette idée-là est sortie un peu dans les années 70, notamment sous la plume d'un penseur, d'un juriste, Christopher Stone, qui a écrit en 1972 un article « Should trees have standing » qui pourrait se traduire par « Est-ce que les arbres ont des droits ou peuvent se défendre devant les tribunaux ». Lui était impliqué dans un mouvement environnemental en Californie. Et là, il y avait un projet de développement dans une vallée et ils ont voulu tenter de faire arrêter ce développement-là en disant, pour préserver la vallée et tout ce qui l'habite, dont les arbres, ils devraient pouvoir justement se défendre eux-mêmes. Alors, ça n'a pas marché devant les tribunaux à cette époque-là, mais l'idée a été lancée. Et bien des années plus tard, l'idée a été reprise dans différents pays, un peu partout dans le monde, dans toutes sortes de circonstances, que je vais en énumérer quelques-uns, notamment en Amérique du Sud, au niveau de la Constitution, quand on a refait les constitutions après les années 2000, en fait, la plus ancienne, c'est en Équateur en 2008, où on a reconnu dans la Constitution du pays, ce qui est donc la loi suprême, la plus haute loi du pays, des droits à la nature. Alors, on se dit, si on veut que ce soit reconnu dans notre loi fondamentale, et pas longtemps après, la Bolivie, aussi en Amérique du Sud, a suivi avec une loi qui reconnaissait les droits de la terre-mère, la Pachamama, comme on dit là-bas. Il y a aussi, alors ça, c'est vraiment mis dans les fondements juridiques du pays. En Nouvelle-Zélande, j'y reviens dans quelques instants, mais il y a eu justement des négociations qui ont mené à la reconnaissance de la personnalité juridique à une rivière, un parc national et une montagne, en se fondant sur des droits de traité. Dans le cas de Nouvelle-Zélande, c'est le traité de Waitangi qui a été signé en 1840 avec les Maoris, donc les peuples autochtones de là-bas. Donc là, déjà, la connexion autochtone était déjà reconnue en Équateur et en Bolivie, qui ont une forte population autochtone, mais là, on s'appuie encore plus là-dessus. On voit aussi des décisions depuis quelques années des tribunaux qui, justement, des causes, les juges vont décider d'attribuer la personnalité juridique à des rivières, notamment en Colombie, en Inde, au Bangladesh. Et après ça, il y a un paquet d'initiatives locales un peu partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis, pour essayer de faire reconnaître ça, mais qui ne sont pas forcément imprimées dans une loi en tant que telle. Et là, je voudrais revenir peut-être plus spécifiquement au cas de la Nouvelle-Zélande, où on a développé des lois, donc votées, reconnues par le Parlement de Nouvelle-Zélande pour attribuer, notamment à une rivière, la rivière Wanganui, une personnalité juridique. On a fait la même chose avec un parc national, le parc Te Urewera, et là, il y a des négociations pour le faire avec une montagne, le mont Taranaki, avec cette idée-là, justement, de dire, la rivière, si on prend l'exemple de la rivière Wanganui, justement, on dit, elle a une personnalité juridique, elle est une entité indépendante, et ça, c'est reconnu par une loi votée par le Parlement néo-zélandais. Alors, le contexte de cette loi-là, c'est que c'est un règlement d'une négociation, c'est une entente, en fait, dans le cadre de règlements de revendications historiques qui découlait des violations qui avaient été faites du traité de Waitangi il y a très longtemps. Et donc, il y avait une dispute depuis bien longtemps, depuis plus de 100 ans, entre les Maoris et le gouvernement néo-zélandais pour savoir qui était propriétaire de la rivière. Et pour régler un peu une partie, en fait, des violations au traité qui avaient été faites pendant plus de 150 ans, les Maoris ont négocié avec le gouvernement qu'on réglerait le problème de la propriété en faisant en sorte que la rivière s'appartiendrait à elle-même, ce qui respecterait aussi la manière de voir des Maoris.
Alors, c'est cette idée, justement, que le territoire ne nous appartient pas, mais qu'on lui appartient, est formulée explicitement, d'ailleurs, dans la loi, où on dit « Je suis la rivière et la rivière est moi ». C'est un des principes fondamentaux qui doit être appliqué. Et donc, pour faire fonctionner ça, on se dit, on a vraiment établi, bon, on a une rivière, comment est-ce que, de manière pratique, on fait fonctionner ça? On va nommer un gardien, Tepu Tupua en maori, qui va agir et parler au nom de la rivière. Et là, pour respecter l'esprit du traité de Waitangi, ben, ce gardien-là, en fait, c'est composé de 2 personnes, un représentant des Maoris d'un côté et un représentant de la couronne de Nouvelle-Zélande, donc du Parlement de l'autre. Et à ça, on ajoute aussi des conseillers pour les appuyer et aussi un groupe stratégique qui travaille à élaborer un document de réflexion sur l'avenir de la rivière, où on implique à peu près tous les gens, les partis intéressés, que ce soit les Maoris, bien sûr, les gens du gouvernement, les gens au niveau de l'économie locale, le tourisme, etc., pour faire en sorte que tout le monde ait une place pour pouvoir dire son avis sur qu'est-ce que devrait être le destin de la rivière. Mais tout ça doit être fait en tenant compte des valeurs fondamentales de la rivière qui, elles, sont affirmées dans la loi donc, du Parlement de Nouvelle-Zélande. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment la vision autochtone, donc des Maoris, qui a guidé le développement de ce projet-là, plutôt que d'en faire quelque chose qui est issu strictement du mouvement environnemental, parce que cette idée-là est beaucoup développée, évidemment, chez les environnementalistes, de dire qu'il faudrait que la nature puisse se protéger, mais quelle est la place faite pour les peuples autochtones? Bien, dans la loi en Nouvelle-Zélande, ce qu'on prévoit, c'est on insiste sur le fait que la rivière elle-même est indissociable en fait de sa relation avec les peuples autochtones environnement et que ça forme un tout unique. Donc, on n'oublie pas la relation et il faut en tenir compte. Donc, on ne peut pas, même si la rivière est une entité indépendante, cette entité-là entretient des relations indissoluble, fondamentale avec les Maoris, les peuples autochtones de la région. Alors ça, c'est intéressant parce que d'un côté, on a une formulation très officielle, hein, si on veut, par une loi édictée par le Parlement de Nouvelle-Zélande, mais de l'autre côté, on a aussi un respect de la vision du monde des Maoris. Dans la loi, on utilise d'ailleurs des concepts en langue maori, en tereo, pour expliquer plus précisément quelles sont les valeurs de la rivière qu'il faut défendre et comment les gardiens devront-ils se comporter pour faire valoir les droits de la rivière. Et donc, il y a une imbrication des droits autochtones et des droits de la nature qui est extrêmement étroite dans ce cas-là. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres reconnaissances qui ont été faites ailleurs dans le monde, où des fois, on est plus en protection environnementale qu'en reconnaissance des droits, justement, des peuples autochtones. Alors, je terminerai, puis on pourra ouvrir la conversation, mais juste pour souligner, justement, il y a deux ou 3 semaines à peine, donc la reconnaissance de la rivière Magpie, Mutihekar-Chipou, comment est-ce que ça s'est fait? Bien, ce n'est pas une loi qui est là, c'est vraiment une déclaration qui a été faite par la communauté des Konichites et par la MRC de Mingani de manière commune. Donc, on est plus au niveau politique, je dirais, que strictement juridique, même si dans les 2 déclarations, on fait appel à des arguments juridiques pour soutenir cette vision-là. Alors peut-être que ça peut se développer un peu plus, mais c'est sûr que pour l'instant, les tribunaux se poseraient peut-être la question sur comment est-ce que ça fonctionnerait, etc. Mais je pense que ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple-là, c'est la collaboration qu'il y a entre les gens de la MRC et les gens des Konichites pour avoir une vision commune ensemble pour protéger la rivière. Donc je m'arrête là, puis on pourra poursuivre la conversation si vous le souhaitez. J'aurais juste une petite question. Tu disais que les Maoris, eux, ont des protecteurs qui sont des gardiens. Est-ce que Magpie aussi a ce genre de ressources-là, des gardiens qui s'occupent
Oui, bien faire? effectivement, bonne question. Dans la résolution, on a prévu de nommer des gardiens où il y aurait encore là justement des représentants, des gens des Quanichit d'un côté et après ça des gens de la MRC pour avoir les deux points de vue. Mais comme on est dans une résolution prise par le conseil de bande d'un côté et la MRC de l'autre, on n'est pas rentré dans le détail du fonctionnement. Je pense qu'on a repoussé, je pense, à une collaboration en développement, finalement, pour voir les détails de comment ça va fonctionner. Alors, évidemment, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas eu le choix d'établir tous les petits détails parce qu'après ça, des questions se posent si une loi reconnaît des droits à une rivière, mais en même temps, est-ce qu'à l'inverse, elle pourrait être poursuivie si elle fait une inondation? Il y a eu des négociations pour s'assurer qu'il y ait de l'argent aussi de prévu. Comme c'est un règlement de revendication, il y a aussi de l'argent pour s'assurer du fonctionnement de tout ça. Mais ensuite, ça veut dire, est-ce qu'elle doit payer de l'impôt sur comment ça fonctionne, etc. Fait qu'il a fallu penser à tous ces petits détails-là, ce qui, dans le cas de la résolution pour la rivière Magpie, n'est pas allé aussi loin parce que ce n'est pas le même type de document, mais qui, ultimement, si on pousse, ben, il faut juste s'assurer d'avoir des réponses, peu importe ce qu'elles sont, de dire « Ah, ben oui, c'est ça que ça veut dire aussi faire une place. » Donc, c'est à réfléchir dans tout le détail. Merci beaucoup. Vas-y, Jay. Bien, j'allais remercier Sébastien également. Je trouve ça super intéressant. C'est le fun de voir qu'on a commande. Tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'en tant qu'Autochtone, on se tourne souvent vers ce que les autres font. Tu sais, on voit des exemples. Tu t'en nommais, là, Sébastien, en Amérique du Sud. On nomme souvent des exemples dans l'Ouest canadien. Les Maoris sont un exemple souvent cité, mais là, de voir que ici, en tout cas au Québec, chez des Inuits, mais on a aussi des exemples comme ça. Puis peut-être que dans une couple d'années, mais on va parler de la rivière Magpie comme un exemple, puis qu'on va avoir des professeurs en Nouvelle-Zélande qui vont participer à des Zooms puis qui vont parler de la rivière Magpie. Donc, super intéressant. J'ai envie de vous relancer, puis je vous pose la question aux trois, là, en fonction des exemples de ce que vous nous avez présenté. Et elle est où la reconnaissance des gouvernements, et des gouvernements avec un S, là, tant au niveau local, dans nos communautés, qu'au niveau peut-être municipal, qu'au niveau provincial et fédéral, la reconnaissance des gouvernements dans ces initiatives-là? Je ne sais pas, James, si tu veux commencer. Par rapport à ce que j'ai présenté, l'exemple des cas de pratique à Mashtuirats, la reconnaissance, le contenu de ces codes-là représente la pratique des Inuitun. La reconnaissance des gouvernements n'est pas écrite noir sur blanc là-dessus. Par contre, au travers le vécu qu'on a, actuellement, on parle à peu près, tout près là, de 40 ans d'histoire des codes, des premières versions. Ben, le fait est que souvent, on va travailler étroitement, entre autres pour l'harmonisation des usages avec les instances gouvernementales. Donc, le fait qu'ils ne nous challengent pas dans cette pratique-là, dans cette affirmation-là de nos droits sur le territoire, est une démonstration indirecte de leur reconnaissance, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Oui, donc c'est ça. Il n'y a pas d'écrit à quelque part au gouvernement tant provincial que fédéral qu'il y a une reconnaissance en tant que telle des codes de pratique à Mashtuirats. C'est un peu, je ne sais pas si le terme est bon, là, mais il y a une tolérance. Il y a comme, on reconnaît qu'il y a quelque chose, mais on ne le reconnaît pas sur papier. C'est un peu ça. Ben, en fait, c'est un enjeu fondamental qui concerne l'ensemble des Premières Nations au Québec, qui sont en situation d'affirmation ou qui sont en négociation par rapport à leurs droits ancestraux. Et Sarah, dans ton cas, l'initiative, la loi sur l'évaluation des PAC, elle vient du gouvernement. Je veux dire, c'est le gouvernement qui propose ça. Et comment est-ce que c'est perçu, comment est-ce que c'est reçu par peut-être les conseils de bande, les gouvernements locaux dans les communautés? Comment est-ce qu'ils perçoivent ça, cette initiative-là? Merci, Jay. Écoute, je vois déjà plusieurs aspects, puis j'avais envie de répondre aussi un petit peu en complétant ce que James vient de dire, en venant un petit peu sur le détail de la loi, mais je peux répondre déjà à l'aspect de ta question.
Bon, la loi, elle est encore vraiment, c'est vraiment neuf. Là, c'est entré en vigueur seulement en 2019. On a encore des projets qui, comme ils ont débuté il y a quelques années, ils sont encore sous l'ancienne loi. Donc, on est un peu dans des processus hybrides en ce moment. Moi, je vous parle de ma petite expérience avec les communautés. Quand j'étais à l'idée des PNQL, on avait, dans le cadre du développement de la nouvelle loi, on avait beaucoup travaillé avec les Premières Nations là, pour dire au gouvernement qu'est-ce que les Premières Nations voudraient pour cette nouvelle loi. Et depuis là que je suis à l'agence, je travaille avec certaines communautés sous cette nouvelle loi, ou en tout cas avec les nouveaux processus qui ont été mis en place. Et moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'il y a quand même un bon accueil de la part des communautés autochtones, en tout cas des conseils de bande avec lesquels on travaille, parce que c'est nos contacts quand même principaux dans le cadre de ces processus. Il y a du mieux. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est certain qu'on n'est pas dans de l'autodétermination réellement, parce qu'on reste quand même dans un processus qui est initié par le gouvernement fédéral pour des projets qui sont réalisés sur le territoire des Premières Nations. Ce n'est pas les Premières Nations qui initient ces projets-là. Donc, elles sont encore en réponse finalement à quelque chose qui se passe sur leur territoire. Donc, on n'est pas encore dans de l'autodétermination. Par contre, il y a eu quand même, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement fédéral pour aller un petit peu plus vers là. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de grands principes qui chapeautent le développement de cette loi et cette loi en tant que telle. Je vous en donne quelques exemples. Déjà, dans le préambule de cette loi, on fait mention de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, il y a un rappel de l'engagement du Canada envers la déclaration. Comment c'est mis en œuvre, etc. Là, il peut y avoir des désaccords là-dessus, mais n'empêche qu'il y a un engagement du gouvernement dans cette loi envers la Déclaration des Nations Unies. Et il y a beaucoup de principes aussi qui ont été développés par le gouvernement, le nouveau gouvernement fédéral finalement ces dernières années, puis qui ont guidé aussi le développement de cette nouvelle loi. Donc des principes liés à la relation de nation à nation. On a aussi, là j'avais pris en note un grand principe de Justice Canada. Il y a 10 grands principes qui ont été développés par le gouvernement du Canada pour régir la relation avec les communautés autochtones et puis qui doivent guider en fait les initiatives du gouvernement fédéral. Et le premier de ces principes, c'est celui-ci, c'est que le gouvernement du Canada reconnaît que toutes les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre de leur droit à l'autodétermination. Donc vous pourriez me dire, ça c'est juste des grands principes, mais n'empêche que ces grands principes-là, ils sont écrits noir sur blanc, ils sont rappelés dans la loi, et ce qui fait que ça donne un petit peu plus de pouvoir aux communautés autochtones là, pour venir challenger le gouvernement sur ces principes-là, sur ces engagements. Donc ça, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Et si je reviens un petit peu plus précisément sur les nouvelles mesures qu'il y a dans cette nouvelle loi, on a des éléments qui sont intéressants aussi. Par exemple, quand on parle de l'analyse des impacts des projets sur les droits, on va beaucoup plus loin que ce qui était fait avant. Avant, on était dans une consultation, vraiment, c'était un peu, on cochait une croix, on informait la communauté autochtone qu'il y avait un projet, on reçoit un petit peu d'informations de leur part, et puis bon, c'était plus un processus, alors que là, on est rentré vraiment un peu plus dans une collaboration en continu avec les Premières Nations qui sont consultées, et on essaye d'aller aussi vers une analyse beaucoup plus poussée des droits autochtones qui peuvent être touchés. Et parmi les critères qu'on regarde, par exemple, pour évaluer si les impacts sur les droits de la communauté vont être plus ou moins graves, on va se fonder notamment sur des planifications qui existent au sein des communautés autochtones ou des codes de pratique, par exemple. C'est-à-dire que moi, dans les projets là, que j'ai évalués depuis que je travaille à l'agence, ça a été parmi les critères de demander aux communautés, par exemple, il y a des impacts du projet sur le poisson. Est-ce que dans vos codes de pratique ou est-ce que vous aviez développé vous aviez identifié des seuils, des quotas pour votre population? Et si c'est le cas et que le projet peut venir impacter le poisson d'une manière qui viendrait un petit peu annuler les efforts que la communauté a fait, ça rentre en ligne de compte dans notre analyse comme venir impacter l'autodétermination et la gouvernance de la Première Nation. Donc, encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de parfait, mais c'est des éléments qui viennent un petit peu s'appuyer sur des outils qui existent au sein des communautés. Puis ça, je pense que ça a été quand même
pour les communautés avec lesquelles on a traité jusqu'à présent a été relativement bien accueillie. Encore une fois, ils ne nous disent pas que c'est parfait, mais qu'on s'en va vers la bonne direction en lien avec ça. Merci, Sarah. Et Sébastien, j'ai envie de faire un lien peut-être avec une question qui nous a été posée dans le chat par Langis Fortin. En fait, quand vous faisiez référence à la déclaration que les Inuits ont fait par rapport à la rivière Magpie, vous disiez c'est pas une loi, c'est une déclaration, c'est un peu juste un statement. On décide, nous, d'affirmer ça. Et Langis posait la question, donc c'est pas une déclaration. Est-ce que ça fait en sorte que la déclaration n'est pas officielle peut-être? Et elle est où la reconnaissance des gouvernements, du gouvernement provincial ici au Québec, mais du gouvernement fédéral par rapport à cette déclaration qui a été faite? C'est une excellente question. Puis ça nous pose la question de qu'est-ce que ça veut dire en fait officiel. Alors, officiel pour qui? De quelle manière? Alors, évidemment, la déclaration dans sa forme actuelle, puis encore là, je souligne que ce qui est intéressant, c'est beaucoup le partenariat qui s'est développé pour faire progresser cette idée-là. Donc, je pense que c'est un point de départ et non un point final. Donc, ça peut aller plus loin. Alors là, évidemment, c'est une déclaration qui n'a pas été faite en collaboration avec les gouvernements provincial ou fédéral qui n'ont pas été, à ma connaissance, consultés à cet égard-là non plus. Donc, après ça, dans quelle mesure est-ce qu'eux vont le reconnaître dans le futur? Bien, ça reste à voir. Mais comme James mentionnait à propos du code de pratique, ensuite, bien, il y a des moments où s'il n'y a pas d'opposition directe, mais ça peut faire avancer les choses. Et après ça, je pense qu'au départ, le plus important à poser, c'est la légitimité probablement dans le contexte des traditions juridiques inoues dans ce cas-là. Donc, si ça a une légitimité au sein de la communauté qui dit, ben nous, on a fait une déclaration parce qu'on juge que ça reflète bien les coutumes et notre manière de voir les choses, ça lui donne un caractère qui est plus important que si c'est juste une déclaration politique en l'air. Mais c'est certain que ce n'est pas la même situation qu'en Nouvelle-Zélande, où là, suite à de longues négociations, le gouvernement s'est assis avec les Maoris pour justement rédiger un document commun qui est devenu une loi pour s'assurer que ce soit reconnu par tout le monde. Alors, mais ça s'est fait dans le contexte de négociations, de revendications, et donc en ayant dans cette idée-là de faire, malgré tout, même si on est dans le cadre juridique, dans le fond, classique de Nouvelle-Zélande, mais on fait une place de plus en plus importante à la vision maori et on invoque aussi à l'intérieur de la loi des concepts maoris. On invoque la coutume, les droits traditionnels maoris et on le fait dans la langue maori et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, même si on est dans un document du Parlement, le simple fait d'utiliser des mots de Tereo, donc de la langue maori, fait en sorte que le juge qui a à interpréter ça par la suite doit se référer à une vision maori des choses, forcément. Et on imagine si les négociations, par exemple, avec différentes compagnies minières, forestières ou autres sur le territoire avec des ententes sur les répercussions et avantages contenaient des clauses qui étaient rédigées en Inuaimun puis où faisait référence à des principes, des valeurs fondamentales Innu dans cette langue-là. Probablement qu'au niveau de l'interprétation, ensuite, ça pourrait amener un certain poids de réflexion, justement. Donc, je pense qu'il y a cette idée-là de même s'il n'y a pas la reconnaissance des gouvernements d'un point de vue institutionnel, si on veut, ça ne signifie pas que ça n'a pas de poids non plus. Alors, il faut voir comment ça va évoluer, puis comment est-ce que justement ces déclarations-là peuvent continuer à prendre vie. Donc, j'imagine qu'au moment où les gardiens vont être nommés et puis la manière dont ils vont mettre en œuvre leur action pour défendre les intérêts de la rivière, ben, ça peut avoir un impact. J'imagine un exemple concret qui n'est peut-être pas devant les tribunaux directement, mais si
on proposait, puis c'était dans le cas de la Magpie, c'est sûr qu'un des éléments principaux, c'est de la protéger contre un développement hydroélectrique futur. Alors, si jamais il y avait un projet de barrage qui était mis en œuvre et qu'il y avait donc la tenue d'audience environnementale sur la question, donc à travers un BAP, bien, on pourrait très bien imaginer les gardiens de la rivière qui vont déposer un mémoire et témoigner au nom de la rivière. Alors, même si ce n'est pas reconnu officiellement par une loi, je pense que ça aurait certainement un impact après ça sur la manière dont les commissaires devraient réfléchir, devraient formuler leurs conclusions, parce que les gardiens, en théorie, représentent, dans le fond, les intérêts de la rivière et leur pouvoir leur est délégué par toutes les communautés qui ont un lien spécifique avec cette rivière-là. Donc, ça peut avoir, je pense, un poids et un impact malgré tout, même s'il n'y a pas une formulation juridique selon les critères gouvernementaux classiques, si on veut. Merci Sébastien. J'espère que ça répond à la question. En tout cas, moi, ça m'éclaire beaucoup. Je vois l'heure qui passe. J'ai envie de garder du temps pour les questions, pour les gens qui en auraient, les gens qui voudraient interagir avec vous. Je vais me permettre peut-être un petit commentaire, une petite conclusion avant qu'on passe aux questions. J'ai l'impression que dans ce que vous nous présentez, ce sont des outils qui souvent, on va dire, j'ai l'impression qu'on entend souvent la critique. Oui, mais dans le temps, on ne faisait pas ça. Tu y as fait référence, James, là, on est de tradition orale, puis souvent, il y a des gens qui vont un peu pointer du doigt le fait que, oui, mais le fait de l'écrire, de devoir rentrer dans cette espèce de système c'est le système canadien qui est comme ça, ou c'est le système colonial peut-être, là, qu'il faut écrire, on se sert je sais pas, le système de justice marche comme ça, mais dans un sens, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est comme si, quand on va à la guerre, mettons, on avait allé à la guerre aujourd'hui, là, physiquement, puis qu'on se disait, les outils qu'on va utiliser, c'est les outils ancestrales qu'on a. Des arcs, des flèches, des lances. Je veux dire, peut-être qu'on ne se battrait pas longtemps. Puis j'ai l'impression que d'utiliser peut-être ces outils-là, que ce soit un code de pratique écrit, que ce soit une déclaration qui s'insère dans une constitution telle que ce que les Maoris ont fait, une déclaration comme peut-être celle de la rivière Magpie, de participer à des processus de consultation comme ceux qui sont présentés par Sarah, je veux dire, c'est un peu s'approprier les armes des autres puis se dire, maintenant, on va se battre à armes égales. On va, nous aussi, c'est comme, au lieu de dire, on va contourner, c'est comme, non, on va rentrer dans le système, puis on va adapter le système, puis on va peut-être le briser, puis on va adapter ces outils-là à nos façons de faire et s'en servir pour nous, pour notre autodétermination. Donc, je ne vois pas qu'il y a du mal là-dedans. Je pense c'est important de sensibiliser par rapport à ça aussi, de se dire, oui, peut-être que ce sont à la base des outils coloniaux, mais je pense que si on les adapte et qu'on les adapte comme il faut, ils peuvent nous servir et nous servir comme il faut dans nos processus d'autodétermination. Vous le disiez, là, il n'y a rien qui est parfait, mais je pense que si on veut que ce soit mieux, que ça s'améliore, c'est important de participer. Et participer à tout niveau, là, je pense que c'est autant. On n'a pas eu le temps d'aborder la question de la place des populations dans ces processus-là. Puis ça serait super intéressant de le faire, mais là, je vois le temps qui passe, là, mais éventuellement, on pourra revenir sur cette question-là, mais je pense que c'est important de s'impliquer à l'échelle locale aussi pour que ces outils-là soient justement adaptés et soient un peu plus à nos couleurs. Donc, oui, Sébastien, je vois ton doigt. Oui. Juste une petite intervention rapide pour rebondir sur tes propos. J'ajouterais un élément que je pense qui est important, qui est aussi le fait que les traditions autochtones, juridiques ou autres, ont cette capacité aussi à évoluer dans le temps. Et quand j'utilise le terme tradition, moi, je l'utilise pas pour refléter quelque chose qui est strictement dans le passé, parce que la tradition, elle a un ancrage dans le passé, sinon ce n'est pas de la tradition, mais il faut qu'elle soit encore actualisée aujourd'hui. Sinon, c'est juste de l'histoire, tout simplement. Donc, quand on parle de tradition, c'est quelque chose qui a ses ancrages dans le passé, mais qui continue à vivre aujourd'hui pour répondre aux besoins actuels puis contemporains des gens. Donc, et je pense que c'est les coutumes
autochtones de manière générale ont cette capacité-là, comme tous les autres systèmes, à s'adapter aux besoins des gens aujourd'hui. Et donc, ça aussi, c'est un élément à prendre en considération, puisque les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Il ne faut pas l'oublier, mais peut-être qu'il faut aussi regarder comment est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace aujourd'hui. Merci, Sébastien. On avait une question dans le chat, c'est Madame... Excusez-moi, il faut juste que je le retrouve. Là. Question. Oui, Madame Marlène Tremblay qui avait une question pour Sarah. À quel moment est-ce que vous êtes impliquée dans l'analyse des projets d'exploitation? Merci, Madame Tremblay. Si la question s'adresse au niveau de l'agence, à quel moment on est impliqué, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une liste de projets qui existe qui va déterminer si c'est le fédéral ou le provincial ou les deux qui vont faire l'analyse d'un projet. Ça, c'est déterminé en fonction d'une description initiale d'un projet. Un promoteur va déposer un avis, va dire j'ai l'intention de faire tel et tel projet. Puis en fonction de ce qui donne comme information, on va savoir si ça va aller au fédéral de l'analyser. S'il y a une décision qui est prise comme quoi c'est au fédéral de l'analyser, déjà cette identification-là, elle est faite par l'agence dès le début. Puis à partir de ce moment-là, l'agence est impliquée. Puis après, une fois qu'il y a une décision comme quoi un projet va être évalué, va être soumis à la loi sur l'évaluation d'impact du fédéral, là, on enclenche vraiment le processus. Et sous la nouvelle loi, très rapidement, là, on entame les premières étapes de l'évaluation avec une nouvelle étape qui a été mise en place par la nouvelle loi, c'est une étape de planification. Puis là, on va entamer les discussions vraiment très, très tôt, très en amont avec les Premières Nations autochtones qui peuvent être touchées par le projet. Et on va déterminer notamment au niveau de cette phase-là comment elles vont vouloir être consultées pour la suite. Donc, on va développer avec elles un plan de mobilisation et de partenariat pour leur implication dans les prochaines étapes. Et puis ensuite, là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est un petit peu du jargon, mais on entre vraiment après dans un processus qui peut durer parfois quelques années d'échange d'informations entre le promoteur, l'agence, les communautés autochtones, avant qu'une prise de décision qu'une décision soit prise plus tard par le ministre. J'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si... Je vois des hochements de tête de la part de Marlène, donc je pense que ça est clair. Raoul, oui, désolé, on m'a dit que tu levais la main. Je pense que je ne t'ai pas vu. Je te donne la parole, Raoul. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Pour faire du pouce avec Jay, avec ce que tu as dit avant la réflexion de Mme Sarah, concernant depuis hier, je ne sais pas combien de fois qu'on a dit le terme autodétermination, qui est le thème de la semaine. Et puis, on parle de reconnaissance. Puis, je vais poser la question à Mme Sarah, pas nécessairement à elle, à son organisation. En termes d'affirmation, pourquoi est-ce qu'on est consulté en amont ou on est consulté une fois que les décisions sont prises? On sait qu'on avait l'exemple des Maoris tantôt. On n'a pas de rapport de force. On n'est pas ensemble. Les gouvernements, ils savent ça. Ils nous connaissent. On est chacun dans notre coin. C'est pour ça que quand on parle d'autodétermination, il faut s'organiser, il faut se mettre ensemble, il faut se regrouper pour être plus pesant. Sinon, on va être consulté tout le temps au deuxième ou troisième niveau. On va être consulté, il n'y aura plus de saumon. On va être consulté, il n'y aura plus d'orignaux. Oui, MacPay, c'est un bel exemple, mais il faut agrandir le cercle. Et puis, donc ma question, c'est ça. Est-ce qu'on est consulté en amont? Puis probablement, la réponse appartient à nos politiciens. Je vais essayer vraiment juste à mon petit niveau de répondre. Et puis, M. Canapé, je le savais en même temps que j'ai dit en amont, je me suis dit, il y a une autre voix dans ma tête qui a dit ou non. Il fallait peut-être pas dire ça parce que c'est vrai. Et comme je l'ai dit juste avant, le processus que je vous ai présenté aujourd'hui, on reste dans un processus où c'est un projet qui est initié par un promoteur externe sur votre territoire. Et c'est un processus du gouvernement fédéral. Donc, effectivement, le terme de consulter en amont
et peut-être pas juste, je dirais, consulter en amont maintenant dans le processus, mais il y a eu plein d'étapes avant et on reste quand même dans un projet qui n'a pas été initié par les Premières Nations. Donc, effectivement, ce terme-là est peut-être pas le mieux à employer parce qu'encore une fois, là, on est dans un processus qui est initié par des acteurs externes à vos communautés. Juste pour parler aussi, là, vous avez mentionné l'organisation des Premières Nations entre elles. Alors, je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais juste d'un point de vue extérieur, j'ai beaucoup travaillé avec les Premières Nations et nous, tant quand j'étais à l'IDDPNQL que maintenant à l'agence. Et puis, de l'externe, il y a quand même une organisation qui se fait, j'ai trouvé aussi dans les projets qu'on fait, PESAMIT, Mastoyash et CIPIT travaillent beaucoup ensemble. Puis bon, je ne veux surtout pas parler à leur place, mais de l'extérieur, je trouve qu'il y avait quand même une bonne organisation et puis qui est très utile à leurs travaux et aux nôtres quand on travaille ensemble, quand on collabore ensemble dans l'évaluation des projets. Mais par contre, je pense qu'effectivement, là, vous avez raison là, qu'il faut utiliser le terme consultation en amont avec plus de prudence, là, peut-être. Est-ce que ça répondait à tes interrogations, Raoul? C'est super. Merci beaucoup, Sarah, pour ta réponse. Shiguan, je te donne la parole. Tu as l'interprétation, ça? Gabriel, est-ce que tu pourras traduire en français? Ben, il y avait une interprétation. L'interprétation est seulement Ah, français. OK, français en Innu, OK. Bon, je vais faire de mon mieux pour m'exprimer. Juste peut-être, c'est pas une question, c'est peut-être plus un commentaire à ce que tu as dit plus tôt, Jay, concernant d'utiliser les outils Moi, un problème que je vois là-dedans, c'est que ça fait plusieurs années, voire des centaines d'années, qu'on se bat pour reconnaître nos traditions. On fait toujours ça. T'sais. Bon, mon grand-père était dans ce territoire-là. Ben, prouve-le-moi. Ben, je ne peux pas te le prouver sur papier. Ça a été dit par mon père. Ça, c'est bien correct. Puis c'est de même. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue parce que c'est très important qu'on reste à nos traditions. Ce n'est pas une affaire d'évolution ou de régression si on reste toujours à ça. C'est une affaire plus de révolution pour qu'on puisse se faire reconnaître au gouvernement ou les autres instances politiques qui existent, de reconnaître nos manières de fonctionner. Ce n'est pas une question d'appropriation de leurs outils. Pour moi, c'est une question plus de colonisation. Si on commence toujours à utiliser leurs outils pour aller en guerre, on ne va pas faire valoir les nôtres. Le problème, c'est que on a eu quelques années, je pense, on a essayé de faire un code de pêche ici à Mayutenam. C'est important que nos jeunes puissent savoir comment utiliser la rivière. Mais de là à écrire, le problème, c'est que si on décide d'écrire toutes nos manières de fonctionner, que ce soit des lois, entre guillemets, si on décide d'écrire nos manières qu'on veut que nos jeunes fonctionnent, quand on va falloir retourner dans les tribunaux et essayer de se faire entendre, de faire des preuves de ce qu'on dit, si on dit aux juges ou bien au gouvernement, bien, ça a été de tradition orale. On a toujours fonctionné comme ça et on marche encore. Après ça, le juge, ce qu'il va faire, il va faire des petites recherches. Ah, vous avez commencé à faire des écritures. Ce sera le temps de vous continuer à tout écrire ça. On ne reconnaîtra pas ce qui est dans le passé parce que ce n'est pas écrit. C'est là le danger. Ce qui est important, je pense que l'autodétermination, ça vient de nous. Ça ne doit pas venir du colonisateur. Il faut que ça vienne de nous avec nos propres outils. Il y a des manières qu'on va trouver ensemble de rendre plus forts ces outils-là. Mais moi, c'est une peur que j'ai, c'est si on commence à tout écrire. Puis moi, après que je dis que ma famille a toujours marché dans ce territoire-là, bien, amène-les ta feuille, amène-les ton papier. C'est où que c'est écrit? C'est là le danger. C'était juste plus un commentaire que j'avais à dire. Merci.
Ben, merci. Écoute, je pense que ça fait du sens. Hier, je pense que c'est Ghislain Picard qui faisait référence à ça. Malheureusement, on a le fardeau de la preuve. Tu sais, on s'est fait enlever ces territoires-là, on s'est fait tasser. Puis aujourd'hui, c'est nous qui avons le fardeau de la preuve de prouver qu'on était là. Je pense que c'est pas facile. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Écoute, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu apportes. On va prendre une dernière intervention. Monsieur Raphaël Picard. On ne vous entend pas, Monsieur Picard. Correct? Oui. Donc, oui, notre métier, som le den udvikler de mange je voudrais un peu continuer ce que Sébastien a dit tantôt, là, sur les personnalités juridiques un peu du domaine naturel. Je pense qu'il est très important quand on parle de déclaration d'une communauté, là, ça peut être le cas de Equantit ou de Mastoriache quand ils ont adopté le code de conduite, c'est issu de la souveraineté de la communauté. Toute déclaration venant d'une communauté là, est de l'ordre de sa propre souveraineté. Regardez la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU. Ce n'est pas une convention, mais qui est une déclaration. Ça part de la souveraineté des États membres. Et je pense que ça a la qualité d'avoir été déclaré. Moi, je vais continuer un peu sur le domaine de la nature. Là. J'ai écrit un livre l'année passée. Je ne sais pas si vous le voyez là. Nos tulips vers l'intérieur des terres et des esprits. Il est issu de l'écoute des récits de plusieurs chefs de territoire dans les années 50, dans les années 60, que j'ai validé par mes parents, mes oncles et mes tantes. C'est un document qui a une suite que j'ai fini le deuxième tome. Ça a trois variantes. La première variante, c'est la montée vers le territoire, qui est les déplacements. Le deuxième tome, c'est l'occupation du territoire en milieu territoire souverain. Là. Chacun a son territoire. Et les habitudes qu'ils avaient, les occupations, les activités, etc., ce qu'ils doivent vivre durant ces périodes-là. Et le troisième tome va contenir la descente, arriver jusqu'au site de la rivière. Moi, je pense, pour ceux qui veulent, je ne veux pas donner une caractérisation de mon livre, qu'il est bon ou mauvais, c'est qu'il contient des données extrêmement importantes sur la gouvernance coutumière, les croyances. On dit que les connaissances arrivent des croyances. Si on y croit, les connaissances suivent. Il y a l'aspect spirituel, l'aspect aussi de l'écologie animale, qui est très importante là, dans les préoccupations que les gens avaient, là, parce que je rapporte le discours de ces chefs de territoire qui maintenant devaient être sortis. Et moi, j'ai sorti ces affaires-là sous forme de roman. Le roman était important parce que je ne voulais pas le faire sous forme scientifique, dans le sens qu'il aurait fallu des milliers de références au bas de page ou à la fin de chaque chapitre. Et moi, c'est de la réalité, c'est pas de la fiction. Et moi, je pense, pour avoir une sensibilité territoriale, qui ne soit pas subordonnée à l'occupation des envahisseurs. Parce qu'ici, là, dans le livre, il n'y a pas d'envahisseur. Le seul envahisseur, c'est Metzemenbo,
l'esprit du mal. C'est dans les superstitions des Inuits à l'époque. Il y a beaucoup de rites qui sont définis aussi, qui sont décrits. Et moi, je pense que si vous voulez, c'est sûr, il y a beaucoup de termes en Innu, la terminologie en Innu, les noms sont en Innu. C'est très ardu à lire là, parce qu'il faut prendre des notes sur les noms surtout et sur la toponymie. Il y a beaucoup de toponymes qui sont notés dans ce livre-là. Et je pense, si vous voulez faire une introduction à ce qui se passait avant l'époque de l'exclusion de nos territoires, moi, je pense que vous pouvez vous procurer ça, ce livre-là, en contactant Jessica qui va pouvoir me contacter. C'est pour ça. Moi, je pense qu'il est très important. Et un autre commentaire que je voulais faire, quand j'étais jeune anthropologue, les anthropologues venaient me voir. Ils me disent, trouve-nous des informateurs. Maintenant, quand les anthropologues viennent me voir, ils viennent voir l'informateur que je suis devenu. Mais je n'ai pas cette qualité-là d'informateur. Il y a beaucoup de gens qui sont plus près d'être informateurs. Et je pense aussi, là, il faudrait... Moi, je pense que dans les années 65-68, j'ai commencé à suivre l'évolution du débat territorial près des Premières Nations. Il n'y a pas un lieu de discussion où on évite les aînés. Parce que les aînés, là, sont très importants dans tout ce qu'on fait. C'est la voie de la sagesse, de la tranquillité, de la compassion. C'est la voie aussi de la compréhension. Et c'est pour ça que je me dis que si vous pourriez vous attacher à une suggestion, là, c'est à l'autorité de HKET d'organiser où il pourrait avoir des sessions avec autant avec des jeunes, autant avec des aînés, des jeunes du secondaire qui ont quand même beaucoup d'idées aussi. Et pour moi, c'est très important d'avoir des aînés et des jeunes dans un débat comme celui-là. D'abord pour les sensibiliser, parce que les aînés là, peuvent donner une certaine balance de perception des choses. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, M. Picard, pour votre commentaire. Écoutez, vous faisiez référence un peu à l'histoire, puis je pense qu'il y a une citation, une maxime qui dit c'est important de savoir d'où l'on vient si on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis j'ai envie peut-être d'apporter une précision à ça en disant d'où l'on vient, mais pas juste nos communautés, mais d'où l'on vient à l'échelle de la nation. Moi, depuis que je participe au projet Aishkat, avant d'être employé, j'ai participé en tant que citoyen et je trouve que je grandis personnellement depuis le début. Je suis en contact avec des Inuits, pas juste de ma communauté, mais je suis en contact surtout avec des Inuits de d'autres communautés. Moi, je connais Mashtuyat, je sais comment ça marche chez nous, mais je n'avais pas l'occasion, on va dire, d'être en contact avec des Inuits de d'autres communautés, des gens d'Espit, des gens de Pessamit, des gens de Ouachat, Maliotenam, des gens de Matimekos. On a des Inuits qui viennent encore des autres communautés qui ne sont pas représentées par le Conseil tribal Mamouetoun. Et j'ai envie de vous dire, le forum, c'est une semaine. La démarche Aishkat, c'est encore pour longtemps. Participer à nos cercles de discussion. Là, Raphaël, vous faisiez référence à avoir ce dialogue entre les jeunes et les aînés. On a ça. Écoutez, à chaque semaine, là, à Aishkat, on a des cercles de discussion où est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui participe. On est là en Zoom comme ça, là, où est-ce qu'on se voit tout le monde dans sa petite case, tout le monde dans son salon le mardi soir ou le jeudi matin. Puis on a l'occasion de jaser comme ça. Puis en tout cas, moi, je trouve personnellement, en tant que jeune Innu, que je grandis à travers ce projet-là, à travers cette initiative, ce mouvement-là que c'est Aishkat.
parce que ça me permet d'entendre des gens que peut-être j'aurais jamais eu l'occasion d'entendre auparavant. Donc, en tout cas, merci de me donner l'occasion de faire cette plug-là, M. Picard. Puis j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de vous inviter dans un de nos cercles de discussion éventuellement. J'en suis sûr et certain. Écoutez, le temps file. J'ai envie de remercier nos panélistes, James Moore, Sarah Zamit, Sébastien Brodeur-Girard. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler un peu brièvement, là, de parler de certains aspects de l'autodétermination et de ce qu'on fait ou de ce qu'on peut faire avec le territoire. Je pense que c'est un aspect central. Le territoire, on en parle souvent à H4. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu transversal à ce dont tout on parle. Là, souvent, on fait référence au territoire. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, soit dans nos cercles de discussion, soit dans un autre contexte également. Merci aux gens d'avoir participé ce midi, aux gens ici sur Zoom, aux gens sur Facebook aussi qui nous regardent. J'ai envie de vous dire, cette semaine, on a encore d'autres webinaires. Demain, on parle de famille, d'enfance et de justice. Donc, toujours de 11h30 à 13h. Puis là, je dis 13h, mais il est quasiment 13h15. Là, je veux dire, on peut étirer un petit peu, mais pas trop. Puis sinon, jeudi, on parle de développement socio-économique. Et vendredi, bien, c'est notre conclusion avec le Cercle des décideurs. Ce soir, manquez pas ça, soirée contes et légendes et musique. On est de retour en studio. Donc, le studio qu'on avait hier pour le lancement, on est là-bas ce soir. Super belle soirée. Soyez là sur Zoom, soyez là sur Facebook. C'est gratuit, les activités toute la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je vous souhaite une très bonne après-midi. On se revoit bientôt dans un webinaire, dans un atelier thématique ou ce soir à la soirée. Donc, bon après-midi. Ciao.